Rien à voir là, mais je vois une vidéo L'achat peut avoir votre numéro de téléphone. de champion des 12 coups de midi à pédocriminel. Eh, ça, j'ai une histoire à ce sujet. Eh, vas-y, moi, je regardais, à l'époque, je regardais beaucoup les 12 coups du midi. Et je regardais beaucoup les 12 coups du midi. Et. Oh, j'ai déjà raconté l'histoire. Bon, vas-y, je me tais. Vas-y, j'ai raconté l'histoire. Vas-y. Vas-y. On va jamais évoluer. Ouais, Christian Quesada. Non, en gros, j'avais acheté le livre. J'avais acheté le livre de Christian Quesada, le mec des 12 coups du midi qui avait été Votre adresse que je pense. accusé de pédophilie. Et je l'avais acheté le livre et il a été accusé, je crois, 10 jours après. 10 jours après que j'ai acheté le livre. Et le livre, je l'ai mis à la poubelle. Eh, je voulais pas être affilié. Je l'ai mis à la poubelle. Ouais, il avait des vidéos. Il avait des vidéos sombres dans son tel. T'as vu le champion actuel qui a fait l'arrêté d'émission le temps d'une pub car il a trouvé une erreur. Ouais, j'ai vu. C'est trop tard, t'as goûté la frappe du C. Casse-toi de là. Or, déjà, pourquoi tu achètes les livres d'un book comme ça? Non, parce que son histoire, elle m'avait touché. À la base, c'était. Eh, c'est quoi? On va regarder la vidéo. Allez hop. Allez hop. Voilà. Ça, c'est du réact qui react. Mais tu lis des livres toi-même. Merde. T'as dit quoi là? Et tu lis des livres. Bah ouais. Ouais. Toi, est-ce que tu lis des livres même? Tu sais lire, Toi, est-ce que tu sais lire même? Ah ouais. Tu sais même pas écrire correctement. J'ai lu un manga cet après-midi. Ah, t'as lu quoi, espèce de menteur, va? J'ai lu Bleach. T'as même pas lu, frère. J'étais là toute l'après-midi. Tu mens en plein ramadan. Non, je mens pas. Tu mens en plein ramadan. Non, c'est vrai en plus. Mais frérot, j'étais là l'après-midi, je t'ai pas vu. Non, c'est quand t'es allé. Bah, t'as dû regarder la quatrième de couverture, je sais pas, mais. J'ai vu le combat de Ichigo contre Byakuya. T'as regardé quoi? Le tome 19 exactement, et c'est le combat de Ichigo contre Byakuya. Et tu regardes, tu lis Bleach. Ouais, bah, Mais je connais dans- Bleach, mais... Dans Bleach, y a de la sorcellerie et tout. Ah, tu ris. C'est même pas de la sorcellerie. Bah si. Il y a des démons, ils vont dans le ciel. Ils vont au paradis, des trucs comme ça, là. Frère, c'est du cirque. Pourquoi tu lis ça? En plus. Pourquoi tu joues à League of Legends, toi? Il y a le diable avec les cornes. Mais moi, non, mais c'est pas pareil. Ah ouais, pourquoi c'est pas pareil? C'est pas pareil. Parce que toi, en plus, tu interprètes le personnage. Donc, techniquement, tu interprètes le diable, là. C'est ça Qu'est-ce que t'es tu en train de racontes? me C'est dire. pas vrai. Bah toi, sur ton truc en 3D, des fois, tu fais des bonhommes. C'est-à-dire, tu crées la vie. Non, mais non, bah, tu veux jouer à ça. Toi, sur ton ordi, des fois, tu crées des bonhommes sur Blender. Ça veut dire que tu veux créer la vie. Tu te prends pour le tout-puissant, en fait. Parce qu'ils sont pas vivants. Bah si, ça veut dire que tu veux copier, tu veux créer une vie. Ah, voilà. C'est ça, non? Vous êtes pas là, vous êtes d'accord ou pas? C'est-à-dire, quand tu fais tes personnages en 3D, c'est-à-dire que tu veux créer la vie. Ouais, mais toi aussi. C'est interdit. Mais tu fais la même chose, toi aussi, sur After Effects. C'est pas vrai. Si. Mais là, on est en plein stream, tu montres mes péchés devant les gens. C'est un péché grave ce que tu fais, Kebab. C'est toi qui as commencé, hein. Ah, donc c'est ça, Ah, donc toi, le jour du jugement, c'est-à-dire, ouais, mais t'as affiché les péchés de ton frère, tu vas dire, ouais, mais c'est lui qui a commencé. Ah, bah, c'est lui qui a commencé. DLC, laisse-moi tranquille. Ah, ouais, je l'ai eu, là. Ah, je l'ai tellement eu. Oui. Ah, le Ramadan. Ah, je l'ai tellement eu. Tu peux pas m'avoir, petit. Moi, je suis un vieux lion, moi. Par exemple Colissimo au mondial relais, et ça devient de plus en plus difficile de Oh, savoir oh, si oh, ces lève ta questions pub, là. éliminatoires. Et il y a deux qui ne connaissent pas ce banger. Voici comment ça se déroule. Chaque candidat doit répondre correctement à des questions de culture générale pour accumuler des gains et tenter de découvrir l'étoile mystérieuse, celle-ci cachant la photo d'une célébrité. Le jeu se déroule en 4 manches. Le premier coup, où 4 candidats s'affrontent en répondant à des questions à choix multiples, le moins performant est donc Mais attends, c'est un... coup, où 4 candidats s'affrontent en 2 secondes, répondant hein. à des questions. Sauver. Mais c'est quoi ce t-shirt de dingue là? Je sais pas si vous avez vu, mais c'est quoi ce merdier là?
à choix multiples, le moins performant est donc éliminé. Il va vraiment nous emmerder le mec, c'est un truc de fou. Il fallait là qu'à 16h12, il passe. Ça me termine sur ça réacte une vidéo de Comedy et tu vois Gluttony se faire mélanger par Bloom. Et ouais les mecs, là, regardez bien. Maintenant c'est ça qui tourne en boucle ici là. Espèce de motoculteur de merde là. Je disais donc le coup par coup, les 3 candidats restants répondent chacun à leur tour à une série de questions éliminatoires et un deuxième joueur est alors éliminé. Troisièmement, on a le coup fatal. Un duel de 1 minute 30 entre le dernier challenger et le maître de midi anti. Selon le paramètre, la BIM qualifie ça. On a le coup fatal. Il est bon, la réponse c'est bon. Un duel de 1 minute 30 entre le dernier challenger Eh, savait pas. Oh, le chétan. et le maître de midi en titre. Le plus rapide et le plus précis va l'emporter. Et quatrièmement, on a le coup de maître. Le vainqueur joue pour gagner jusqu'à 30 000 € en répondant à 5 questions. Bloom n'a pas du Steve. Ah. Le maître de midi peut tenter de deviner l'étoile mystérieuse en proposant le nom d'une personnalité cachée derrière une image floutée. D'ailleurs les amis, qui se rappellent de l'époque où il y avait des espèces de chewing-gum en 3D moches qui jumpaient aléatoirement sur l'écran pour danser? C'était dans Attention à la marche, je crois. Parmi les nombreuses saisons qui ont été tournées depuis sa création en 2010, il y a eu plusieurs maîtres de midi, c'est-à-dire des gens qui ont gagné la précédente émission et qui reviennent pour mettre leur titre en jeu, mais aussi accumuler des gains qui s'additionnent aux précédents, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils soient... Moi, j'ai toujours dit, mais ça, je vais jamais vous dire c'était quelle émission. Il y a un épisode de Attention à la marche, et il y avait ma tante dedans, et en plus, ma tante, elle s'est affichée. Elle s'est affichée de dingue dans l'émission, mais je vais jamais vous dire c'était quoi, tu vois. Elle s'est affichée de dingue, de malade. Non, mais non, je vais pas filmer ma tante. Mais elle s'était ridiculisée. Elle a vraiment, ça lui avait posé une question sur la langue française. Elle avait dit, je vais pas dire le truc, parce que sinon vous allez peut-être retrouver. C'est quoi le principe de Attention à la marche? C'est un jeu bizarre et tout. éliminé par un autre candidat. Non, il y a eu trop d'épisodes, vous n'avez pas trouvé. Surtout pour ceux qui arrivent à rester maître de midi pendant très longtemps. Et les plus connus du game sont probablement Paul L. Cara, avec 153 participations d'affilée et presque 700 € de gains. Bruno Huracad, le boss avec 153 participations d'affilée et presque 700 € de gains. 700 €, bah dis donc. Oh, wesh, on est au Bangladesh là ou quoi là? Bruno Huracad, Travaille mieux la vidéo, chef. le boss absolu et recordman de l'émission, qui a accumulé plus d'1 million € en 256 participations d'affilée. Et parmi eux, il y en a aussi un qui a bien saigné le jeu, c'est un certain Christian Quesada. Il a remporté plus de 800 000 € avec 193 participations d'affilée, et vous l'avez très certainement déjà vu quelque part, puisqu'il a littéralement fait la une des magazines, a été invité sur tous les plateaux télé et est devenu en quelques mois une rosta nationale. Malheureusement, du succès à l'échec, il n'y a qu'un pas. Et Christian finit par laisser sa place lors d'une défaite vraiment à la con. Après 193 participations, Christian écume une défaite douloureuse. À la 193e participation, Claire a détrôné Christian aujourd'hui, samedi 14 janvier. Mais repart quand même avec une sacrée cagnotte qui va clairement changer sa vie, surtout que le bonhomme ne vient clairement pas d'un milieu favorisé. Et vous allez bientôt le voir, mais les 12 coups de midi lui ont littéralement... Ouais, je crois que c'était un SDF bizarre là. Il dormait dans sa voiture. Notre histoire, je dois vous parler d'un autre truc qui a l'air de n'avoir rien à voir, mais qui en réalité est très important pour comprendre l'essence même de cette vidéo. Rien que la photo est suspecte. Le 19 mai 2017, une jeune fille du nom de Clarisse se rend dans le 11e arrondissement de Paris pour déposer plainte contre une autre jeune fille du nom de Justine Ferrand. Un beau jour et sans forcément qu'ils se connaissent en amont, Clarisse elle reçoit une demande en ami sur Facebook de la part d'une certaine Justine Ferrand. Les deux jeunes filles ont plus ou moins le même âge et découvrent aussi rapidement qu'elles ont les mêmes centres d'intérêt. Au début, la conversation est celle qu'on s'imagine entre deux adolescentes sur un réseau social. Et plus la discussion elle avance, et plus Justine elle demande à Clarisse des choses assez osée. Elle va par exemple lui demander de se décrire physiquement et même d'envoyer des photos d'elle pour voir à quoi elle ressemble. Ces conversations, elles sont aujourd'hui publiques et je vais pouvoir d'ailleurs vous en lire quelques-unes. Gardez bien en tête que pour l'instant, il s'agit de deux filles qui apprennent à se connaître. Merci pour les photos. Tu es vraiment très jolie. Merci, je t'adore. Tu es la plus belle. On a bien fait de se parler.
pour le moment, il y a rien de trop chelou. Mais vous allez voir que Mais les c'est déjà demandes de suspect. l'adolescente Comment ça, trop chaud? C'est déjà suspect là. deviennent rapidement beaucoup plus bizarres. Et d'ailleurs même un petit peu flippants. En fait, Justine va décider d'envoyer à Clarisse une photo de son cul. T'as reçu la photo de mes fesses? Oui, elles sont belles. J'aimerais voir les tiennes. Tu en feras demain? Au début, Clarisse, elle va résister aux demandes de photos intimes de Justine, mais celle-ci va commencer à forcer littéralement tous les jours. Devenant limite harcelant et sous la pression, la pauvre Clarisse va finir par accepter et lui envoyer une nude. C'est-à-dire une photo de ses parties intimes, parce que Justine l'avait fait tellement culpabiliser. Tu ne m'as pas fait les photos, je n'ai pas eu le temps. Je suis désolé. Tu veux que je te dise un truc? J'ai l'impression que tu m'as complètement oublié, et que tu n'en as rien à faire de moi. À chaque fois, tu dis oui, et t'en fais pas. C'est méchant de ta part, je trouve. Demain, tu m'en fais plein, promis? Oui, quand je serai dans ma chambre. Le truc, c'est que Justine ne va pas s'arrêter là. Au contraire, c'est que le début de son plan. Après avoir reçu les photos, elle commence à lui expliquer qu'elle exerce une activité assez spéciale. Elle voit régulièrement des hommes plus âgés qu'elle dans des hôtels ou des lieux discrets en échange de relations tarifées pour se faire un petit peu d'argent de poche. Et vous vous en doutez, mais Justine va demander à Clarisse si ça l'intéresse. Tu sais, tu pourrais te faire de la thune avec des mecs qui aiment ça. Moi, je me suis fait 200 € en une après-midi. Ça vaut le coup. Le mec avec qui je le fais, il est cool. C'est un mec de la télé, mais il ne veut pas que ça se sache. Vous sentez la douille arriver? Bah figurez-vous que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. les amis, Ah voilà, je savais pas qu'il faisait ça, moi. Moi que je puisse vous dire. Ça me fait un peu peur quand même. Fais-moi confiance, il est gentil. Il demande juste qu'on dise rien. Dans la suite de la discussion, Justine explique que la marche à suivre est plutôt simple. La personne connue souhaite que ça reste discret, il faut qu'elle se rende dans un hôtel sur Paris, qu'elle fasse un espèce de striptease, donc elle se dénude devant la célébrité en question, qui va évidemment la regarder, puis elle recevra ses 200 €, et c'est fini. Elle précise aussi qu'il n'y a pas de relation sexuelle dans cette espèce de contrat improvisé, et que ça va s'arrêter là. Et le plus fou, c'est qu'après des heures et des heures d'argumentation, Justine, elle finit par avoir le dernier mot. Clarisse accepte l'offre et un rendez-vous est même fixé pour aller rencontrer cet individu célèbre. Et la date fixée, c'est le lendemain. Clarisse, elle arrive devant cet hôtel où le rendez-vous a été fixé et le piège s'apprête alors à l'avaler tout cru. Et pourtant, comme une illumination, Clarisse, elle se ravise et elle décide de sortir de l'hôtel et de se barrer. Elle le sait pas encore, mais elle vient sûrement de passer à côté de la pire expérience de sa vie. Et elle vient aussi de s'éviter au passage beaucoup de souffrance à mon avis. Elle décide d'aller en parler à ses parents, qui trouvent évidemment la situation plus qu'étrange, et la police est vite informée du problème. Une enquête pour éclaircir tout ça est alors mise en place, et ce qu'on va découvrir fait clairement froid dans le dos. Au début, on se dirige sur le compte Facebook de Justine Ferrand, qui existe toujours à l'heure actuelle d'ailleurs. Mais vous allez voir dans quelques minutes que c'est pas du tout la peine d'aller la contacter, tout simplement parce que Justine Ferrand n'existe pas. En fait, lorsque la police elle retrouve l'email du compte Facebook de Justine qui a servi à créer le compte, on se rend vite compte qu'il y a un truc qui cloche. L'email est au nom d'un homme. Et cet homme, c'est Christian Quesada. Quant à l'homme célèbre qui devait la payer pour qu'elle se déshabille, vous l'aurez deviné, mais il s'agit du même Christian Quesada. En plus, le mec, qui est censé être un vrai génie, est heureusement complètement con, puisque lorsque Justine donne à Clarisse le numéro de la célébrité qu'elle doit retrouver à l'hôtel, il donne littéralement son vrai numéro. La victime Clarisse se sent bernée et manipulée, elle se rend compte qu'elle a divulgué des photos intimes à un mec bien plus âgé qu'elle, et qu'en plus, il y a des circonstances très aggravantes, puisque notre amie est atteinte du syndrome d'Asperger. C'est ce fameux syndrome qui est un espèce de trouble du spectre de l'autisme, caractérisé par des difficultés dans les interactions sociales. Dans son cas, c'est pas le trouble directement qui est responsable de la situation, mais le fait qu'elle était pas mal mise de côté à l'école et qu'elle a du coup trouvé un espèce de refuge et une confidente et voyait une amie en Justine Ferrand. Une enquête est alors ouverte dans le plus grand des secrets pour comprendre ce qui se cache derrière cette histoire. Et pour comprendre la suite, faut déjà qu'on sache à qui on a affaire. La question est donc, qui est Christian Quesada? Je vais vous épargner tous les détails de sa vie parce qu'on s'en branle. Et on va directement se rendre en 2016 lorsque Christian Quesada se rend au studio 107 de Amp Visual Studio, qui sont les plateaux télé où sont tournés entre autres les 12 coups de midi. Alors on pourrait s'imaginer que le mec savait déjà qu'il avait une culture générale de fou furieux et que ça allait être du gâteau pour lui, et pourtant Christian il a pas trop envie d'être là. En fait, la seule raison pour laquelle il a mis les pieds au studio 107, c'est la demande de sa mère qui vient tout juste de décéder. Celle-ci était une grande fan des 12 coups de midi, et juste avant de partir, son fils lui avait promis de s'y présenter pour lui rendre un dernier hommage, et c'est donc dans ces conditions que Christian se présente la première fois à l'émission. Et comme vous le savez déjà, mais c'est très loin d'être sa dernière. À ce moment-là de sa vie, le mec a plus de 50 balais, il est divorcé, 2 enfants, sans perspective d'avenir et RSA, donc clairement dans l'impossibilité de boucler ses fins de mois. Il vaut donc mieux pour lui de se démerder pas trop mal. D'ailleurs, petite anecdote, mais dans sa vie à ce moment-là, ça va tellement mal financièrement qu'il est obligé d'emprunter 30 € à un ami pour s'acheter
s'acheter 2-3 t-shirts pour l'émission, Oh. tellement qu'il est en dèche. Ça vous montre vraiment à quel point il galère vraiment quoi. L'émission commence donc, et là, c'est la stupeur. Christian est un crack en culture générale. Il époustoufle la France entière et devient bientôt le deuxième visage de l'émission, talonnant même Jean-Luc Reichmann et partageant avec lui les unes des magazines. Autant vous dire qu'à ce moment-là, Christian est au sommet de Les mecs qui lui ont donné du gaz, ils doivent tellement se sentir trahis. Wow. sa gloire. Et cette gloire, il la doit principalement à son enfance. Il l'a passé assis par terre entouré de livres et passionné par tout ce qui tombait sous la main, et ses lectures quotidiennes couplées à sa mémoire assez remarquable, c'est le mix parfait pour une émission telle que les 12 coups de midi. Cette curiosité intellectuelle, je me la suis forgée tout seul. J'étais dans un cagibi, c'était un renfoncement de ma chambre, assis par terre avec des montagnes de livres, avec les dictionnaires sur mes genoux, et j'ai appris à emmagasiner un maximum de choses dans ces périodes-là. La semaine puis les mois à venir vont être un pur bonheur pour Christian et les fans de l'émission. Le mec déglingue absolument tout ce qui bouge et il semble littéralement imbattable. Du moins, ça c'est jusqu'à ce qu'une de ses plus grandes admiratrices se chauffe elle aussi à tenter sa chance, et c'est à ce moment-là que tout va basculer pour lui. Claire Catelin, une grande adepte des 12 coups de midi, décide un jour de s'inscrire elle aussi à l'émission qu'elle aime tant et qu'elle suit assidûment tous les jours, et à sa grande surprise, Claire est retenue pour l'émission. Elle sait qu'elle va devoir affronter Christian, et elle sait probablement que ses chances de gagner sont très très minces, mais qu'il ne tente rien à rien, donc elle va y aller. Et au plus grand étonnement de tout le monde, à quelques secondes de la fin, Christian va perdre tous ses moyens et se faire éliminer. Christian, qui vient de réaliser à la fois qu'il vient de perdre après des centaines de passages, mais qui vient aussi d'empocher plus de 800 000 €, sentiment très étrange quand même, n'a pas l'air spécialement déçu, au contraire, il prend même Claire dans ses bras en sachant moi, à que c'est l'émission là, franchement, si je vois que je gagne, je sais pas moi, 100 000 balles, je fais exprès de perdre, hein. Je m'en vais. Hein. bonne guerre. Le mec vient de s'inscrire au palmarès de l'émission et sera probablement repêché dans un autre concept télévisé, donc faut pas trop s'en faire pour lui. Surtout qu'en réalité, c'est pas la première fois qu'il met les pieds sur un plateau télé. Christian Quesada. À l'époque, il fait son apparition dans des chiffres et des lettres et reviendra plusieurs fois tellement son niveau est abusé. Et évidemment, il va battre tout le monde. Non, j'aime pas le grind. grind. À l'époque, l'ordinateur, pour vous dire à quel point le mec est chaud. Après sa défaite contre Claire, Christian reste le mec à avoir dans une émission de grande écoute. Il va faire les plus grands plateaux, que ce soit Fort Boyard, entouré de célébrités, en interview sur C'est mon choix, et même sur le JT national sur TF1, où il retrace son parcours assez original. Tout le monde l'admire, tout le monde parle de lui, bref, le gars est devenu une rockstar. Et puis, on lui propose d'écrire des livres, de faire des films, des séries, et même ses propres jeux télévisés. Mais vous allez voir que tout ça va prendre une tournure assez brutale. En mars 2019. Il est alors 7h du matin dans une petite bourgade de l'Ain lorsque la gendarmerie arrive devant le domicile d'un certain Christian Quesada. Il n'est pas encore réveillé et quelques heures plus tard, il est mis en garde à vue. Et c'est là que ça va vraiment partir en couille. Autant vous dire que les médias, et surtout les médias français, qui l'avaient suivi depuis ses débuts, ne s'attendaient absolument pas à une telle nouvelle. Qui ont des jeux télé mis en examen pour pédophilie, Isabelle. Hein. Ouais, Christian Quesada a fait le buzz en alignant les victoires dans les 12 coups de midi sur TF1. Il a gagné 800 000 €, mais aujourd'hui, il est chez le juge à Bourg-en-Bresse. Concrètement, le mec est tombé pour détournement de mineurs et pédocriminalité présumée. Il déclare effectivement connaître le compte Facebook de Justine Ferrand, mais aussi être le propriétaire du compte et de l'avoir utilisé pour discuter avec Clarisse. Lorsqu'on lui demande la raison de la création de ces faux comptes, la réponse est encore pire. Au début, c'était pour draguer. Je suis plus à l'aise avec des mineurs qu'avec des gens de mon âge. Oh. Je ne peux pas draguer de la même façon avec un profil me représentant. Le but était de me faire passer pour une adolescente. C'est chaud les gars. Très très chaud. Et en vrai c'est pas le pire, hein. Ça fait même que commencer en fait. Il va expliquer juste après qu'il est principalement attiré par des filles de 15 à 16 ans et qu'il arrive beaucoup plus facilement à être intéressé par une personne si celle-ci est mineure et très jeune. Il explique aussi avoir demandé des photos dénudées de la fillette, mais assure à la police que Clarisse aurait aussi sa part de responsabilité dans cette histoire. Génial. Ce qui est étonnant puisque c'est quand même lui qui l'a piégé en créant un faux compte pour la pâter. Il explique qu'au début de la discussion, Clarisse elle pensait effectivement qu'elle envoyait des photos sensibles avec une jeune fille, mais qu'ensuite celle-ci l'a contacté sur son portable et qu'elle savait donc qu'il s'agissait bien de Christian et donc d'un homme mûr et qu'elle a quand même décidé de continuer à converser avec lui. Ce qui prouve donc qu'il est partiellement innocent. En gros, il essaie de lui remettre toute cette affaire sur le dos en disant que si elle l'a pas bloqué, c'est un petit peu de sa faute à elle. De plus, lorsqu'on lui demande d'expliquer ses intentions par rapport à son rendez-vous à l'hôtel où il a quand même demandé de venir pour se déshabiller, il dira simplement qu'il s'agissait d'un simple fantasme et qu'il n'a jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit avec cette jeune fille. À la base, c'était simplement un jeu de rôle. À aucun moment, je n'ai envisagé de rencontrer cette personne. Je savais très bien qu'il n'allait rien se passer. Bon ok, Christian s'est laissé emporter par ses fantasmes, il n'aurait jamais fait quoi que ce soit dans cet hôtel et dit même avoir été soulagé quand la jeune fille n'est pas venue. Sauf que vous allez voir que la suite de l'enquête va nous prouver tout le contraire. Lorsque la police fait un relevé des réservations et des cartes bleues dans ce fameux hôtel, elle y remarque tout de suite un nom. Quesada. Christian Quesada.
L'homme avait donc bel et bien réservé une chambre et attendait très probablement Clarisse dans celle-ci. Je veux juste même pas imaginer ce qui se serait passé dans cette chambre si la jeune fille elle était vraiment montée. C'est juste horrible en fait. Christian Quesada va maintenir qu'il n'aurait rien fait avec Clarisse dans cette chambre et pourtant la suite de l'histoire semble encore une fois nous montrer le contraire. Lorsque la jeune fille part de l'hôtel, elle reçoit un message de Justine Ferrand qui à ce point-là n'est ni plus ni moins que Christian. Et ses propos semblent très éloignés de ce qu'il tente de nous faire croire. Je viens d'apprendre que tu n'es même pas allé voir Christian. Tu ne l'as pas fait? Ben non. En fait, j'ai eu peur. J'ai de sérieux problèmes. Je bloque, je suis hyper timide. J'étais vraiment pas prête. Je suis hyper fâché. Putain, t'avais dit que t'étais partante. Sérieux, promets-moi plus jamais rien. Là, je suis embêté. J'ai passé pour quoi moi maintenant? C'est En fait, on se rend malade compte que son histoire de fantasme et comme quoi il ne pouvait pas vraiment faire de choses tordues avec la jeune fille, elle est un petit peu mise à mal. Il semble vouloir la manipuler et va même aller jusqu'à la faire culpabiliser dans l'espoir peut-être que Clarisse remonte dans sa chambre d'hôtel. Il va notamment faire semblant que Justine Ferrand reçoive un message désagréable de la part de Christian, donc en gros Christian s'envoie lui-même un message expliquant, toujours sous le pseudonyme de Justine, qu'il est extrêmement fâché et qu'il a l'impression d'avoir été pris pour un imbécile et qu'il va supprimer Justine Ferrand de ses amis Facebook. Bien évidemment, tout ça c'est juste un leurre pour la faire culpabiliser. L'histoire elle aurait pu s'arrêter là, et d'ailleurs elle aurait même dû s'arrêter là, mais en fouillant bien, on remarque que malheureusement, Clarisse n'est pas la seule victime de Christian Quesada. Et lorsque les enquêteurs vont tomber sur cette deuxième victime, c'est la grosse douche froide. Celle-ci n'avait pas eu le même courage que Clarisse et n'avait jamais déclaré à la police ce qui s'était passé. Et autant vous dire que c'est franchement à vous glacer le sang. Pour des raisons d'anonymat, le nom de cette victime n'a jamais été révélé. On va donc l'appeler Marie. Et Marie, au moment des faits, n'avait que 13 ans. La manière dont les parents de la jeune fille, Marie, vont apprendre ce qui s'est passé, elle est assez ignoble. Mais en fait, la gendarmerie va les contacter un beau matin en leur expliquant qu'il faudrait qu'ils viennent avec leur jeune fille au poste afin de discuter d'une affaire en cours. Et lorsqu'ils arrivent sur place, ce qu'ils vont apprendre va clairement leur foutre un coup. Et d'ailleurs, je pense que personne ne s'attendait vraiment à ça. Tout a commencé sur les réseaux sociaux lorsque Marie poste une photo de Christian Quesada. C'est aussi une grande fan du personnage, mais aussi de l'émission des 12 coups de midi qu'elle suit quotidiennement avec ses parents. Peu de temps après, elle reçoit une notification qui au début va la faire sourire. Il s'agit d'un simple message de remerciement de la part de Christian Quesada en personne, qui la remercie en gros d'avoir mis en ligne la photo et de le soutenir dans son aventure. Et c'est comme ça que Christian Quesada arrive à la première étape de son plan, entamer la discussion. Et vous allez voir que cette discussion, elle est extrêmement étrange. Il se montre très généreux et propose même à la jeune fille de l'amener à Disneyland. Marie, elle va avoir un super réflexe qui est de lui dire immédiatement qu'il est hors de question pour elle qu'elle sorte sans ses parents et surtout pas avec un homme qu'elle ne connaît même pas. Christian sait qu'il aura beaucoup de mal à aller à l'encontre de la jeune fille et qu'essayer de la convaincre est déjà peine perdue. Il va donc mettre en place un plan bien ficelé pour gagner sa confiance, mais c'est pas exactement lui qui va exécuter. Eh Kebab, t'as le chargeur de ton rasoir One Blade ou pas? Je pense, Prête-le moi, s'il te plaît, parce que moi je sais pas où je l'ai mis, je vais me raser pour demain. Juste le fil. Non, en fait, on a le même rasoir pour barbe et tout, et en fait, je vais encore une fois, t'as... Eh gros, prête sérieux, va te faire enculer gros. Là, je suis le même en soirée. Ils ne savent pas que c'est moi qui ai créé Joël. T'as rien créé toi, vas-y. T'es puis d'escort girl là. Ouais, juste je me rasais là. Fais la boule, non. Vas-y, au pire, vas-y, pose après, je vais récupérer. Ce plan. Attention, C'est je te ramène plutôt demain. une certaine Yoshida, une jeune fille de Non, 16 je ans. vais raser la barbe, Vous c'est sûrement de ouf. compris, hein, mais Yoshida n'est ni plus ni moins que l'un des nombreux faux comptes de Christian Quesada. Et voici donc comment s'est passé leur échange. Au début, Yoshida, qui n'est ni plus ni moins que notre champion des 12 coups de midi, explique qu'elle est adolescente, qu'elle n'a que 16 ans et qu'elle cherche simplement de la compagnie pour discuter avec d'autres filles de son âge. Marie ne se méfie de rien et accepte donc de discuter avec elle. Yoshida va alors commencer une partie d'action ou vérité, un petit jeu de gamin qui peut quand même s'avérer Wesh, assez il a dangereux 64 selon ans. avec qui on le joue. Il a 64 ans quand même, hein. De 50 ans passés un peu bizarre. Et dès le début du jeu, Yoshida elle explique à Hein Marie que si elle Non, perd, je veux son pas le gage, One Blade, juste le c'est de se chargeur. dénuder et d'envoyer une photo de sa poitrine. Au début, Marie elle refuse, mais à force d'insistance et de manipulation, Christian arrive à la faire craquer et recevra plusieurs photos T'as et pas le vidéos chargeur de la jeune fille qui a à l'époque vas-y, pose, 13 ans. Et évidemment, les Putain, photos et les rasoir, vidéos rasoir. sont à caractère Ah, sexuel. bah, Lorsque les parents de Marie Non, t'inquiète, tomberont t'inquiète. sur ces photos plus tard, ils les décrivent comme montrant des parties Non, moi, je fais pas ça au One extrêmement Blade, moi. précises et des demandes assez perverses qui ne devraient pas être exécutées Attends, elle a dit par quoi une gamine de 13 ans. Dans la suite des messages, Yoshida, alias Christian, explique à Marie qu'il ne faut surtout pas parler de cette conversation avec ses parents et qu'il faut garder le secret. En gros, ce sera leur petit secret à tous les deux. Malheureusement, ce sont vraiment pas les seules choses qu'on va découvrir à propos de Christian. On sait déjà qu'il a tenté de faire monter une mineure dans sa chambre d'hôtel,
qu'il a manipulé des adolescentes en se faisant passer pour une fille de leur âge, afin de recevoir des photos intimes récoltées sous la pression et la culpabilité. Mais l'affaire va prendre une toute autre tournure, bien plus sombre, lorsqu'on va entrer dans son domicile. Même si en vrai c'était déjà bien fucked up comme ça, on va encore monter d'un cran. Dans sa maison, qui est à présent fouillée par la gendarmerie, on saisit des ordinateurs, des téléphones, des clés USB et des disques durs. Et lorsqu'on fouille dans ces objets électroniques, c'est la grosse douche froide. On retrouve des dizaines de milliers de photos à caractère graphique, toutes sont de nature pédophile, allant de l'adolescente jusqu'aux enfants de 6-7 ans. C'est très très glauque, hein. Ce qui est encore plus fou, c'est que parmi ces milliers de contenus absolument abjects, on remarque que tout est méticuleusement trié. En gros, le mec a fait une espèce de collection de photos triées comme dans une bibliothèque, par catégorie, mais surtout, et c'est de loin le pire, par âge. Avec la panoplie de photos qu'on retrouve, on remarque qu'un bon nombre d'entre elles sont en fait prises de manière ressemblante. Un peu bizarre. Vous savez, c'est compliqué à expliquer, mais c'est en gros comme si c'était le même téléphone qui prenait plus ou moins aux mêmes endroits le même type de photo avec le même angle, ce qui va rapidement nous amener à une conclusion tout simplement terrifiante. Certains des clichés retrouvés chez Christian ont été photographiés par Christian, et il y en a des centaines. Je vais essayer d'être assez concis à propos des photos qui ont été prises, mais en gros c'est plus ou moins toujours la même chose. Soit c'est des enfants dans des lieux destinés à les accueillir, par exemple des enfants qui jouent dans un parc ou qui sortent de l'école primaire, soit c'est des photos bien plus intimes. Très souvent, c'est des photos prises sous la jupe des femmes. Et il n'y en avait pas qu'une des photos, hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. En fouillant cette fois-ci l'historique de son ordinateur, on retrouve évidemment des recherches sur des sites très dark qui sont spécialisés dans des images de contenu. Et ce qui est frappant, c'est que littéralement, chaque soir, et parfois plusieurs fois par jour, ces sites ou des équivalents ont été consultés par Christian. Ce qui nous montre déjà que mentalement, le mec est obsédé par ça et qu'il n'a qu'un seul objectif, accumuler un maximum de ses photos pour sa consommation personnelle. Et parmi les sites récemment fréquentés, on remarque aussi des chats, notamment avec d'autres utilisateurs de ces sites pour adultes, mais toujours sur des sujets mineurs. Et quelle stupeur générale lorsqu'on découvre que Christian n'a pas seulement discuté avec des gens qui partageaient les mêmes pulsions sombres que lui, il a aussi partagé son propre contenu. Le contenu d'enfants qu'il a lui-même photographié dans la rue ou des photos qu'il a réussi à prendre sous la jupe des fillettes et qu'il a du coup partagé sans pression sur des blogs pédos comme si c'était limite un collectionneur qui échange un timbre postal contre un autre. En fait putain c'est exactement ça, le mec est un collectionneur en fait. Peu de temps après ces découvertes graves, Christian Quesada est placé en détention pour éviter qu'il ne s'échappe dans un autre pays ou ne détruise des preuves. Et bien entendu, la France entière va apprendre ce qui s'est passé. Que ce soit auprès des fans de Christian, de l'émission, mais aussi des journalistes qui le côtoyaient souvent et qui se rendent compte d'énormités qu'il a pu dire à la télé et qui clairement passent beaucoup moins en les regardant à nouveau. La sensation la plus désagréable pour les gens est celle d'avoir été berné. Parce que c'est en gros ce qui s'est passé, hein. Tout le monde a été berné et est tombé dans sa manipulation. En plus du foutage de gueule massif lorsqu'il parle de ces sujets. Sans prise de parole des femmes, Christian, pour vous, c'est bien qu'elles se libèrent, quelle que soit la façon, hashtag balance ton porc. J'invite effectivement toutes les personnes qui ont été victimes à en parler par quelque moyen que ce soit. Mais oui, j'encourage et puis donc, moi je soutiens également La Parole Libérée, qui est une fondation qui est... Un autre détail prend aussi beaucoup plus de forme, mais d'une manière assez glauque. En effet, on se rappelle d'une des volontés de Christian qu'il a clairement dit en live et qui ne laissait présager rien de bon. Et accrochez-vous parce que lorsque j'ai entendu ça pour la première fois, je suis clairement tombé de ma chaise. Christian Quesada avait pour projet d'ouvrir sa propre école. Oh bah génial. Tu ne peux pas être limité dans le temps. Oh le fou. De mettre sur pied ma structure de soutien scolaire. C'est juste glaçant d'imaginer ce mec auprès de dizaines d'enfants et d'adolescents et de savoir déjà ce qu'il a fait avec des jeunes filles qu'il ne connaissait pas et qu'il avait trouvé plus ou moins par hasard sur internet. J'ose même pas imaginer ce qu'il aurait fait à des jeunes filles qu'il aurait côtoyées tous les jours. Dans la sphère des médias et des animateurs ayant reçu Christian, il y a évidemment une personnalité qui est plus impactante. Dans sa maison, qui est à présent fouillée par la gendarmerie, on saisit des ordinateurs, des téléphones, des clients cette fois-ci. Moi je soutiens également. Avec pour projet, nos connaisseurs ayant reçu Christian, il y a évidemment une personnalité qui est plus impactée et terrifiée que les autres, c'est notre bon vieux Jean-Luc Reichmann. J'imagine, il a dégoûté de se rapprocher de lui, d'apprendre à le connaître et surtout de s'afficher avec Christian en disant très souvent que du bien, et du jour au lendemain, il se retrouve à côtoyer un criminel, et pire que ça, il lui a donné une tribune, il lui a donné un boulevard de célébrités sans savoir le type d'individu qu'il était en fait en train de mettre devant la France tout entière. Non, mais non, mais évidemment. Mais évidemment, quelle horreur, quel dégoût. J'ai envie de vomir, évidemment. Jean-Luc s'en veut, comme tant d'autres,
et essaye d'oublier. Malheureusement, ça va pas être possible, du moins pas tout de suite, parce qu'alors qu'on pensait à raison que l'affaire était classée et qu'on pouvait tourner cette sombre page, on se rend compte que non seulement d'autres éléments vont être découverts, mais surtout qu'ils sont bien plus horribles que ce qu'on pensait. Ces éléments, on va les découvrir quand on va faire le constat suivant. Il y a beaucoup plus de victimes. Christian Quesada ne s'est pas arrêté à la petite Marie et Clarisse. Et accrochez-vous parce qu'on va replonger dans l'horreur. Bon, pour introduire le sujet, j'ai pas d'autre idée, donc on va y aller comme ça. Après sa défaite des 12 coups de midi, le mec il a un petit peu pris la grosse tête. Non mais voilà, au bout d'un moment faut le dire, il exhibe volontiers des chiffres insolents de selfies qu'il prendrait soi-disant quotidiennement dans la rue avec des fans, sauf qu'en réalité, cette haute estime de soi et ses atouts, bah ça date pas d'hier. Il y a des extraits que je vais vous passer qui datent d'il y a bien longtemps, et le problème c'est que cette envie de draguer tout ce qui bouge et de penser qu'avec son zub, ça va clairement lui faire défaut. Et c'est peut-être d'ailleurs à ce moment-là que les premières... Je vous le dis tout le temps, les mecs, on rigole, hein. Mais restez... Bon, lui, c'est un détraqué mental, hein, donc lui, poubelle. Mais restez concentrés. Pulsions vont prendre le dessus sur lui. Mademoiselle Bernard et Monsieur Quesada, qui a promis à Mademoiselle Bernard peut-être de la laisser gagner. C'est ce que vous avez dit, c'est vrai? C'est ce qu'on a dit dans la bonne nuit qu'on a passée ensemble. Parce que... Quoi? Vous démentez, Mademoiselle Bernard? Ah bon, quand même. Je la trouve très charmante. Vous la trouvez très charmante? Voilà. Bien. Mais comme il y a son fiancé dans la salle... Ah bon? J'en dirai pas plus. Je devais dire le bonjour à pas mal de personnes à qui je l'avais promis, alors à ma famille, à Jennifer, à Elodie, à Isabelle, à Nathalie. Et maintenant, il faut que je pose une question. Est-ce que vous connaissez Dawn of Crime? C'est sûr que non. Il s'agit d'une web-série qui est passée assez inaperçue malgré de nombreux épisodes, mais ce qui nous intéresse, c'est un épisode en particulier. Il s'agit de l'épisode 4 de la saison 3, qui nomme parmi les acteurs un certain Christian Quesada. Et non, vous rêvez pas, hein, Christian il a bel et bien joué dans une web-série à son prime. Mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Christian il joue le rôle d'un ravisseur moyenâgeux qui nous apprend une chose très importante sur lui. C'est quoi ça? Il est éteint en acting. Durant le tournage, Christian il est clairement la figure d'autorité et évidemment que sa présence dans la série est principalement pour sa notoriété et probablement pour essayer de relever un petit peu le nombre de vues. Il est décrit par les autres acteurs sur place comme un mec très jovial, très drôle, qui se prend pas forcément au sérieux et le tournage se passe donc sans encombre. C'est plus tard que ça va partir en cacahuète. Une fois les scènes filmées et le matos remballé, Christian doit prendre le train pour rentrer chez lui. Et parmi les gens présents pour la série, il y a une jeune femme qui doit aussi rentrer chez elle. Sauf qu'elle va prendre le même train que Christian. Et alors qu'il n'y a eu auparavant aucune drague, ni aucune discussion qui aurait pu faire penser à Christian que quoi que ce soit est en train de se passer entre les deux, elle nous explique que Christian lui a sans pression mis la main sur sa cuisse, tout en continuant à discuter avec elle comme si de rien n'était. Elle nous dit avoir été choquée par son geste et qu'en gros il avait le droit de la mettre absolument où il voulait sans problème parce que c'était lui le grand maître de midi. Il est peut-être maître de midi, mais il n'est pas maître de ses pulsions. Lors de ses grandes émissions tournées sur plateau, il va nouer des liens amicaux avec plusieurs personnes, notamment avec une candidate avec qui la relation se poursuit en dehors de l'émission, dans la sphère du privé, avec des messages sur les réseaux sociaux qui restent toujours dans le cadre amical. Cette femme va recevoir un message de la part de Christian qui lui annonce qu'il vient de glisser sur une plaque de verglas et qu'il s'est blessé. Et gardez bien cette phrase en tête parce qu'elle va revenir un nombre de fois incalculable. Il attache à ce message une photo de sa tête qui semble Non mais il est terrifiant. Non mais il est terrifiant en effectivement fait. être enflée et avec un sparadrap. Mais elle est bien loin de s'imaginer qu'un piège bien huilé est en train de se refermer sur elle. Il lui explique ensuite qu'en tombant, il s'est aussi tordu le pénis et qu'il ne sait pas trop quoi faire. La candidate lui conseille alors d'aller voir un médecin, ce que tout le monde aurait répondu d'ailleurs, sauf que c'est pas exactement le plan de Christian. Il lui dit qu'il a un petit peu honte de montrer ses parties intimes à un spécialiste et qu'il préférait lui envoyer une photo de sa tub afin qu'elle puisse la regarder d'elle-même. La candidate elle va refuser tout de suite en lui disant que c'est vraiment pas la peine et qu'elle n'a pas du tout envie de voir ça, mais Christian, après plusieurs messages, finira quand même par lui envoyer une photo de son pénis, malgré les nombreux refus de la femme. Et ce qui est absolument terrifiant, c'est que cette technique, c'est absolument pas la première fois qu'il va l'utiliser. Ça fait littéralement partie de son mode opératoire. Du verglas. Ah pareil. Encore? Oui, ça c'était le même procédé. Donc il vous a dit qu'il avait glissé sur une plaque de verglas, qu'il s'était ouvert le front et tordu le zizi, et il vous a ensuite envoyé des photos. Lorsque la candidate explique sur un réseau social ce qui vient de se passer, elle est stupéfaite d'apprendre qu'elle n'est absolument pas la première victime à qui Christian a envoyé ce genre de photos. En fait, il a sorti son histoire de chute dans la rue à tout le monde. Merci pour le sub, Sirizawa. Je veux dire, hein, c'est que parmi les personnes ayant reçu cette photo, les jeunes filles étaient mineures. Les stratagèmes de Christian sont donc variés et divers. Parmi ceux qu'il a souvent utilisés, il y en a un dont on n'a pas encore discuté, et pourtant c'est de loin le plus logique et probable. On a vu qu'il s'est fait passer pour des jeunes filles, qu'il envoyait des photos de ses parties intimes aux insus des personnes qui l'ont reçu. Il reste donc une dernière partie à cette histoire, et il s'agit des victimes qu'il a attrapées en se faisant passer pour lui-même. En effet, malgré toutes ces tentatives elle a dû faire de l'abus de pouvoir pour attirer aussi, des mineurs dans ses filets, celle qui a malheureusement le plus de chances de marcher, c'est bien évidemment au travers de son image. Et Laurine, une jeune fille de 17 ans à l'époque, va en faire les frais.
Vous allez voir que Laurine n'est pas la seule qui va se faire berner, mais en fait c'est toute sa famille au complet. Tout commence lorsque Christian Quesada est encore au sommet de sa gloire. Laurine, comme beaucoup d'autres, est fan du personnage et regarde le maître chaque midi avec sa grand-mère. Elle décide aussi de lui envoyer un message sur les réseaux sociaux afin de lui donner du courage. Il répondra avec un simple remerciement. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais plusieurs mois plus tard, après sa défaite dans l'émission, sorti un peu de nulle part, Christian revient à la charge et envoie un message à l'adolescente, qui d'ailleurs n'en revient pas. Il lui demande d'emblée son âge, ce à quoi elle répond qu'elle est mineure et qu'elle n'a que 17 ans, et Christian lui explique qu'il n'y voit aucun problème et qu'ils peuvent continuer à discuter malgré tout. Sous ses airs de gentil monsieur, Christian a en fait un plan qu'il va bientôt mettre à exécution, et tout le monde n'y verra que du feu. Il va proposer à Laurine un truc complètement bizarre, un rendez-vous sur Nice pour aller la voir et faire une surprise à sa grand-mère. Laurine elle accepte et peu de temps après, il fait la route pour venir la rencontrer. Lors de son arrivée, sa grand-mère est sous le choc. Elle n'arrive pas à y croire, le Christian Quesada est bel et bien devant chez elle. Ouais, je Et crois le évidemment, placard, là. il s'entend avec tout le monde et ne montre que son visage gentil. Pour le moment. Ils vont partager un repas, regarder les 12 coups de midi ensemble et même aller au bowling. La journée se passe bien et c'est lors de son départ qu'il va entamer la deuxième phase de son plan. Après avoir gagné la confiance de toute la famille de Laurine, il est libre. il est temps de l'isoler. Il demande alors à sa famille de la faire venir chez lui pendant quelques jours afin de passer un peu de temps ensemble. Laurine est ravie et ses parents, ayant eu l'occasion de voir que le mec est très sympa et qu'il n'y a aucun problème, la laissent partir un week-end. Mais là les parents, je suis désolé, mais les parents, non. Mais là, normalement, les parents vont se dire, mais frérot, même tes ballons d'or, t'as rien à faire là-bas en fait. Même tes Messi, t'as rien à faire là-bas. Chez Christian. Je veux pas juger et j'ai pas encore d'enfant, mais je m'apprête quand même à juger pas mal. Mais dans aucun monde, que ce soit un champion télé ou le président de la République, je laisse partir mes gosses seuls chez un adulte que j'ai vu une fois dans ma vie. Encore une fois, je juge pas, mais je juge un peu quand même. Ok, dans le fond, j'abuse un peu parce que le mec il est très fort pour se faire passer pour un ange, et de ce que dit Laurine, il a toujours été très respectueux et il a limite agi comme un père pour elle, ce qui a clairement renforcé la confiance un peu aveugle qu'on lui prêtait. Lorsque Laurine arrive chez lui, le piège peut enfin se refermer. Il lui fait passer la journée dans le village qu'elle visite en sa compagnie, et le soir venu, elle monte se coucher dans la chambre d'amis, tandis que Christian se dirige vers sa chambre. Durant la nuit, tout se passe bien, et c'est le lendemain matin que Laurine va faire une découverte absolument horrible. Dans l'Ain, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis restée 4 jours dans l'Ain, parce qu'ils voulaient me faire un peu visiter. Vous étiez que tous les deux? Oui, on était que tous les deux. Et vous dormiez dans la même chambre Non. Non. Non, je dormais dans la chambre de son fils. D'accord. Et lui dormait dans la sienne. Donc, il a des gosses en plus. ça se passait très bien. D'accord. Donc il était très gentil, rien de... Et le dernier jour, quand il devait me ramener sur Nice, le matin, il était venu dans la chambre et s'allongeait à côté de moi. Je dis mais qu'est-ce que tu fais? Après il m'a mis son doigt sur ma bouche, il a essayé de m'embrasser. Donc moi je l'ai repoussé et je lui ai dit non Christian, désolé mais faut que tu me ramènes chez moi de suite et je veux plus jamais qu'on se parle toi et moi. Et après il vous a quand même envoyé des photos? Voilà, c'était quand? Oui, sur Twitter, parce que je l'avais pas bloqué, du coup il m'avait envoyé son zizi quelques mois plus tard. Là où j'ai vu la froideur et le méthodisme sadique de Christian, c'est quand j'ai appris un détail dans cette histoire. Au moment où il est allé la voir avec sa grand-mère, la jeune fille elle était encore mineure, elle avait que 17 ans. Mais quand Laurine elle a été invitée chez lui, elle venait d'avoir 18 ans. Autrement dit, elle était majeure. Et il savait très bien que sa tentative de rapprochement, elle serait beaucoup plus difficile à défendre si la jeune fille elle était encore mineure, et que l'inviter une fois qu'elle avait atteint ses 18 ans était le meilleur moyen de se protéger. Tout était calculé. D'ailleurs, quelques mois plus tard, elle va recevoir un message du maître de midi qui lui explique qu'il vient de tomber sur une plaque de verglas. Et normalement, vous connaissez déjà la suite, mais il va dire qu'il s'est tordu le pénis et il va lui envoyer une photo de ses parties à son insu. Ce qui est le plus terrible d'ailleurs, c'est que dans cette histoire, ce qu'on découvrira plus tard, c'est qu'il y a 18 jeunes autres filles mineures qui ont vécu des choses assez similaires. Et il y en a d'ailleurs mais oui, c'est son livre. A vécu un truc c'est son livre là. Particulièrement choquant. C'est l'histoire d'une jeune fillette qu'on va appeler Jeanne. Elle est aussi contactée par Christian et elle est invitée sur Paris avec... Attendez, j'ai du mal à vous croire, enfin... il est en prison, Christian Quesada... Ah, effectivement. Effectivement, il est libéré depuis... Attends, je vais checker... Ok, il est rentré en prison, il est ressorti. Ok. Il est ressorti.
Mais en fait, le problème, un mec comme ça, c'est que t'es pas à l'abri, en fait. T'es pas à l'abri qu'il recommence. Un mec comme ça, faut le surveiller à vie. Avec sa Faudrait maman, les qui est surveiller. déjà flatté de rencontrer un mec connu et à qui il fait miroiter des entrées privilégiées dans le milieu du showbiz, bref, de la grosse manipulation. Là où ça va être très grave, c'est lorsque Christian réinvite la jeune Jeanne, sauf que cette fois-ci, elle est toute seule. Il la fait monter dans sa chambre d'hôtel et c'est là que ça va partir en couille. Il va d'abord lui montrer à son insu des vidéos X à caractère pédophile, puis il va avoir une relation sexuelle avec elle. La jeune fille se laisse faire, elle est complètement démunie et elle comprend rapidement qu'elle a pas trop le choix. Quand ces allégations vont faire la une des magazines, tout le monde se demande comment on n'a pas pu voir que quelque chose clochait. Comment le mec a pu faire tous ces trucs ignobles pendant si longtemps sans que personne ne dise rien. En effet, c'est vraiment pas la première fois que Christian s'en sort. Il a bénéficié de la sympathie, l'image sympa qu'il dégageait dans l'émission. Après avoir fait des trucs très Les gens l'ont limites, pas vu voire venir. carrément illégaux. En réalité, Christian, il est multirécidiviste. Et ça date pas d'hier. Alors qu'il est dans un parc, il tombe sur un petit garçon tout seul. Il lui demande alors de regarder un magazine à caractère sexuel. L'enfant ne comprend pas vraiment ce qu'il est en train de regarder et décide d'aller voir son père. Celui-ci, intrigué, vient demander des comptes à Christian qui se... Mais moi, écoutez-moi bien, gros. Un mec comme ça, là, il fait ça un truc à mon petit frère. Je pense que vous pensez que je vais rigoler. Je te mets tout nu devant tout le monde. Moi, le mec, là, devant tout le monde, je te mets à poil. Tu rentres chez toi sur tes vêtements et tu me donnes ton téléphone. justifie en disant qu'il s'est trompé de personne. Quoi, en gros, tu voulais montrer à un autre gamin le magazine, c'est ça? Il dit simplement qu'il voulait vendre le magazine à un collectionneur et qu'il pensait que ce fameux collectionneur, c'était cet enfant, qui à l'époque avait quand même 11 ans. Lorsqu'on s'intéresse à sa vie avant les 12 coups de midi et qu'on interroge ses ex-compagnes, c'est aussi encore une fois un gros débat. Elles sont toutes pour la plupart lycéennes et certaines lettres assez osées à ses ex sont retrouvées. Le problème, c'est qu'elles sont toutes destinées à des conquêtes qui sont encore mineures au moment des faits. Il est donc plus que clair que Christian a un gros problème de pédophilie et qu'il est intensément attiré par des jeunes. Sauf qu'encore une fois, il s'en tire et la plainte est classée sans suite. Mais 2 ans plus tard, le cauchemar recommence. Mathieu, un écolier de 12 ans, rentre de l'école avec des amis et doit passer au travers d'un parc. À un moment, il croise un homme qui semble uriner contre un arbre. En s'approchant de lui, il se rend compte que cet homme, c'est Christian Quesada et qu'il n'urine pas. Entouré d'un groupe d'enfants d'une douzaine d'années, Christian se masturbe à la vue de tous, ce qui va profondément choquer Mathieu, qui décide d'ailleurs d'aller expliquer la situation directement à ses parents. Ses parents vont alors immédiatement déposer plainte à la gendarmerie, et lorsque les autorités lui demandent de décrire l'homme pour en faire un portrait robot, Mathieu va répondre un truc qui va glacer tout le monde. Il explique qu'il n'a pas besoin de le décrire, puisqu'il le connaît déjà. Il s'agit de Christian Quesada, et c'est le monsieur qui vient en classe pour nous apprendre à jouer aux échecs. Vous vous rendez compte quand même de la proximité du mec avec des gosses de primaire, sachant qu'il a des pulsions absolument horribles qu'il n'arrive pas à réfréner. C'est un putain de cauchemar. Et heureusement, la gendarmerie, pour une fois, elle va comprendre tout de suite l'ampleur du problème et Christian ne va pas s'en sortir aussi facilement. Il est condamné à 2 ans de prison avec sursis, ce qui veut en gros dire qu'il va pas faire de prison, mais qu'au prochain faux pas, c'est les 2 ans direct. Et de cette condamnation découlera très probablement son fameux divorce avec sa femme, qu'il a encore une fois manipulé aux yeux des médias, puisque dans son livre, il écrit que leur séparation est due à des horaires de travail différents ou à l'amour qui fane trop vite. Alors que la vérité, les amis, elle est tout autre, et surtout elle est bien plus glauque. À l'époque, Christian est déjà sur la sellette pour avoir fait des trucs pas ouf du tout avec des mineurs, mais le coup de grâce, c'est le lendemain de sa lune de miel avec sa femme, qui découvre sur son ordinateur des discussions sur les réseaux sociaux qu'il entretient quasiment qu'avec des mineurs, et les choses qu'il leur dit la terrifient. Sa femme vient tout juste de comprendre avec quel genre d'homme elle s'est mariée. Elle tombe aussi sur des photos stockées sur l'ordinateur familial, des photos à caractère ainsi que des faux comptes se faisant passer pour des jeunes fillettes pour appâter des adolescentes sur Facebook et récolter des images de leurs parties intimes. En 2009, sa femme, elle le dénonce à la police et Christian, il est condamné à 10 mois de prison avec sursis pour corruption et détention d'images à caractère pornographique. C'est des peines de merde, c'est du sursis, autrement dit, le mec il a jamais foutu les pieds en prison et c'est peut-être ce qui l'aurait fait changer. Finalement, ce n'est que 10 ans plus tard en 2019 que Christian il sera reconnu coupable de tous ces faits et condamné à 3 ans de prison ferme cette fois-ci. Après 2 ans, il est sorti et il est aujourd'hui en liberté et pour l'instant on sait pas du tout ce qu'il en est. Je suis pas convaincu que le mec va changer quoi que ce soit, donc j'ai un petit peu peur pour la suite et malheureusement c'est sur cette dernière info que doit se terminer cette vidéo. À vrai dire, je sais pas si c'est une histoire qui est connue par le grand public ou si la majorité des gens se sont juste arrêtés à la défaite des 12 coups de midi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous saviez déjà ce qu'il avait fait ou si vous venez juste de l'apprendre à point. Les amis, on remercie aussi Incogni. Oui, blablabla. Oh, je touche pas un centime. En tout cas, merci Juliano et voilà. C'est lourd. Bon. Mais le pire, c'est qu'il avait battu le record de 12 coups de midi. C'est une dinguerie.
C'est vraiment une dinguerie.